le coup de marteau. Très heureuse de recevoir Éric Denessé qui est désormais notre chroniqueur. Bonjour Éric Denessé. Bonjour. Alors vous êtes, je le rappelle, directeur du CFDR, Centre français de recherche sur le renseignement. Vous avez dirigé l'ouvrage collectif avec Tigran Nigavian intitulé Au Karabakh, le livre noir. Et puis Ukraine, surtout la guerre américaine, également un ouvrage collectif CFDR, la stratégie des néoconservateurs à l'origine du conflit. On va peut-être y revenir puisque justement, nous revenons sur la situation du conflit ukrainien en ce début 2024. Quelle est aujourd'hui la situation ? Oui, il me semblait important de faire un point en début d'année, alors qu'on va bientôt fêter les 2 ans du conflit. Alors, il y a toute une série d'éléments qui montrent que la situation est de plus en plus précaire pour les Ukrainiens. Alors d'abord, il y a un manque de munitions qui est de plus en plus patent dans leur armée. On voit bien qu'il y a une stratégie russe qui consiste à lancer toute une série de missiles sur l'Ukraine et à obliger la défense antiaérienne à sacrifier toutes les munitions dont elle dispose. Et puis on voit également que les militaires ukrainiens disent que leur artillerie n'aura bientôt plus de munitions, que ce soit les mortiers, les canons de 155, malgré quelques fins de livraison américaines. Donc c'est une vraie difficulté. Deuxième élément très important à avoir à l'esprit, c'est que les chars livrés par les Occidentaux et notamment les Léopards ne sont plus en état de fonctionner, à la fois parce qu'il n'y a pas assez de pièces de rechange et puis parce que le niveau de maintenance que peuvent assurer les militaires ukrainiens n'est pas du tout adapté à ce dont ont besoin ces engins et qu'ils les ont presque plus abîmés que s'ils avaient été entretenus en Allemagne. Troisième élément qui est important, on voit également que les Turcs, alors en faisant référence à la convention de Montreux sur les détroits, ont refusé le transit vers l'Ukraine de 2 dragueurs de mines qui étaient livrés par les Britanniques et dont le but était finalement d'assurer la libre circulation des bateaux qui livrent du grain. Quatrième élément, malheureusement la liste est assez longue, vous me pardonnez, eh bien on s'aperçoit par de très nombreuses vidéos qui sont diffusées aujourd'hui sur Internet que les Ukrainiens n'arrivent plus à renouveler leurs effectifs, qu'ils se livrent parfois même à des rafles par rapport à toutes les tentatives d'hommes qui quittent le pays parce qu'ils ne veulent pas se battre. On a des vidéos assez poignantes d'ailleurs. La question se pose s'ils doivent renouveler les effectifs par une mobilisation générale. On voit que les combattants sont à la fois de plus en plus jeunes et de plus en plus âgés, qu'il y a de nombreuses femmes. Ça montre un petit peu l'état de difficulté à laquelle ils sont confrontés. Alors justement à ce sujet, si on peut s'arrêter une seconde, Éric Denessé, on a vu, alors c'est vrai qu'on a vu des vidéos, moi j'ai vu sur les réseaux, mais vous êtes peut-être là pour nous confirmer. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir un nouveau règlement pour élargir justement les effectifs de l'armée donc ouvert aux femmes, ouvert encore aux plus jeunes. Est-ce vrai? On a entendu dire que même des femmes enceintes auraient pu être recrutées. C'est possible ça? Alors sur l'histoire des femmes enceintes, ça me paraît tout à fait fantasmagorique. Il y a pas de raison. Là, on est probablement sur une propagande, fake news ou propagande diffusée par Moscou. Mais même ça paraît pas très plausible. Qu'il y ait peut-être eu des femmes volontaires, c'est une chose. Mais en tout cas, l'histoire des femmes enceintes me semble une construction complète. En revanche, le fait que les minorités ethniques, notamment celles qui sont proches de la Hongrie et de la Roumanie, soient en particulier envoyées en priorité au front, et que des personnes de plus en plus âgées et des hommes de plus en plus âgés soient, après une très courte formation, envoyés au combat, est une réalité que Kiev ne nie même pas d'ailleurs. D'accord. Alors un autre point que vous souhaitiez aborder, c'est l'opposition de plus en plus forte, opposition politique également et citoyenne à la guerre depuis l'Allemagne. Oui, parce que si on sort de l'aspect purement militaire, on s'aperçoit 2 choses. D'abord que en Allemagne, il y a une opposition à cette guerre qui est de plus en plus importante. Les Allemands sont en train de comprendre qu'ils ont été trompés, alors sur Nord Stream 2, sur le nucléaire, et le gouvernement est dans une situation très difficile parce que son militarisme outrancier sur l'Ukraine est en train de se retourner contre lui. Alors, on le voit sur 2 exemples très intéressants. D'abord, une ville située à proximité de Cologne qui a refusé de vendre ses terrains à l'un des principaux industriels allemands, Deal, qui voulait justement acheter une empreinte territoriale importante pour augmenter sa production de munitions et d'explosifs. Et donc le maire de la ville de Troisdorf ne veut absolument rien entendre. Et donc ça, c'est un premier blocage. Et puis on le voit depuis ce matin, le gouvernement est dans une situation d'opposition de plus en plus marquée et tout un ensemble aussi bien d'agriculteurs, de cheminots, de représentants de PME, qu'elles soient dans le BTP ou dans le transport, ont décidé d'une grève énorme comme on en avait rarement vu
vu en Allemagne, et ça montre toute la difficulté aujourd'hui de ce gouvernement allemand en raison de la crise ukrainienne. Oui, tiens, bah, justement, on parlait déjà des difficultés du gouvernement allemand juste avant, qui sont l'une des raisons du départ de la crise agricole. Et vous souhaitez également poser la question, je pense, qui est fondamentale pour Zelensky notamment, c'est cette crise financière que traverse l'Ukraine. On a suivi ici en direct bah, le fait que, et aux États-Unis et en Europe, finalement, les aides n'arrivent pas et ne sont pas votées. Oui, voilà, de plus en plus, on s'aperçoit qu'il y a des dissensions importantes au sein de l'Union européenne. Ça vient principalement, bien sûr, de la part de la Hongrie et de la Slovaquie. Mais d'abord, le principal fournisseur d'aide à l'Ukraine, ce sont les Américains. On sait qu'on a aujourd'hui 60 milliards de dollars qui sont bloqués au Congrès parce que les républicains ne veulent pas que cet argent parte en Ukraine. Ils considèrent que, d'une part, Israël, d'autre part, les problèmes avec la frontière mexicaine et l'immigration doivent être financés en premier lieu. D'ailleurs, il y a même un autre programme du ministère de la Défense de l'ordre de 250 millions de dollars qui devait être attribué à l'Ukraine qui se retrouve également bloqué. Côté européen, 50 milliards de dollars qui ont été promis sont là aussi bloqués en attendant le prochain sommet du mois de février. Et le Premier ministre ukrainien a annoncé que son pays avait besoin de 37 milliards de dollars pour ne pas sombrer dans une crise économique. Donc les perspectives ne sont pas bonnes. Il faut rappeler que l'Ukraine a perdu plus de 10 millions d'habitants par départ et non pas par victime de guerre, et que ce pays mettra des années à s'en remettre. Mais le paradoxe, c'est que tout le monde continue à s'en faire. Oui, et c'est là où ce qui est intéressant Et également, c'est qu'évidemment, il y a un problème de désinformation continue dans les médias à ce sujet. On avoue, enfin, on ne tire jamais ce bilan de la crise ukrainienne. non, alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on a quand même quelques frémissements, si je puis dire. Oui, C'est-à-dire qu'on voit dans nos médias commencer à apparaître un certain nombre de vidéos justement sur les RAF, sur les difficultés que connaît l'Ukraine, comme si le vent était en train de tourner. Mais finalement, à part ces quelques frémissements, on voit toujours les mêmes discours, toujours cette façon extrêmement unilatérale et biaisée de traiter l'information. Et donc, les choses n'évoluent pas. Et je dirais que non seulement les dirigeants européens s'obstinent à vouloir aider l'Ukraine, les Américains également l'ont réaffirmé, mais surtout, ce qui est presque le plus comique, c'est voir la réaction de Zelensky, qui est une sorte de pantin magnifique, qui a annoncé lors de ses vœux aux Ukrainiens qu'il allait bien sûr écraser oui, l'armée russe au cours de l'année 2024. Tout ça n'est pas sérieux et oui. malheureusement, c'est en train d'être une pantalonnade qui va se terminer de manière assez catastrophique. Oui, alors ce qui est intéressant, et puisqu'on parle de désinformation, je rappelle l'importance de votre ouvrage publié par le CFDR, hein, Ukraine, la guerre américaine, où on reprend finalement l'ensemble du suivi, de votre suivi du CFDR sur cette scène ukrainienne, et on voit justement la cohérence de vos propos depuis le début, le suivi, contrairement par exemple, à certains médias et certaines chaînes télé, bon, allez, je ne citerai pas aujourd'hui. Vous vouliez parler également de la Russie, mais côté Corée du Nord cette fois-ci? Oui, parce que notamment sur l'analyse qui est faite par les médias que vous évoquiez un instant, il y a un élément qui a été présenté de manière tout à fait erronée, c'est la manière dont la Russie a acheté récemment des armes à la Corée du Nord. Alors, contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas là du tout un signe de faiblesse de la part de Moscou, parce qu'il y a des tas de raisons plausibles pour lesquelles les Russes ont entrepris cette démarche. D'abord, il y a un vrai argument économique, c'est-à-dire qu'ils ont acheté en Corée du Nord des armes prêtes à l'emploi et qui sont souvent moins chères que la production interne qu'ils ont relancée en Russie. Deuxième aspect, ça leur permet d'impliquer politiquement et militairement la Corée du Nord dans le conflit, et ça montre une nouvelle fois que Moscou n'est pas seul, n'est pas isolé, et même si la Corée du Nord est loin d'être ni une démocratie ni un État Oui, respectable, voilà, c'est une stratégie qu'a développé Poutine. oui, Troisième élément, il faut rappeler que la Corée du Nord a des dettes depuis très longtemps vis-à-vis de la Russie, et le fait de lui livrer des armements est aussi une manière finalement de s'acquitter de ses dettes, et qui arrange, je dirais, les deux parties. Puis d'accord. dernier aspect aussi, c'est que si ce n'est pas un remboursement de dette, ça montre très bien que la Russie, dans la situation actuelle, a les moyens financiers d'acheter des armements à l'étranger. Donc ça montre bien que, Oui. indépendamment des sanctions, de l'espèce d'omerta que les Occidentaux ont voulu imposer sur les relations internationales autour de la Russie, celle-ci arrive à maintenir beaucoup de relations avec l'étranger. Le seul danger et le reproche que l'on pourrait faire
faire à cette stratégie, c'est que ça semble donner des ailes à Pyongyang, et on a vu ces derniers jours le régime de Corée du Nord de reminer toute la zone avec ce qu'on appelle la zone des entre-deux frontières avec la Corée du Sud, et se livrer à très nombreux tirs d'artillerie à proximité des îles sud-coréennes. Les Sud-Coréens ont réagi et ont riposté à leur tour sans qu'il y ait de victimes des deux côtés, mais on voit la tension monter, et malheureusement, c'est aussi une conséquence de la crise ukrainienne. Ok, très intéressant. Et dernier point, vous souhaitiez aborder eh bien, l'attentat en Iran. Oui, c'est quelque chose qui me semble important parce qu'il y a eu cet attentat revendiqué par Daesh qui a fait près de 90 morts et 290 blessés à Kerman la semaine dernière. Alors là encore, l'Iran n'est ni un de nos alliés ni un État qui mérite nécessairement beaucoup de notre compassion, mais la manière dont ce sujet a été traité, finalement, il a été évacué extrêmement rapidement par les médias occidentaux. Pour l'instant, tout laisse penser que c'est bien Daesh et que ce n'est pas une opération sous faux drapeau pilotée par les Israéliens ou les Américains. Mais néanmoins, nous avons réagi, en tout cas les médias mainstream, comme si les victimes iraniennes avaient moins de poids que des victimes occidentales. Le Quai d'Orsay a fait un message tout à fait minimal pour apporter son, comment dire, dénoncer cet attentat et apporter finalement son soutien au régime iranien. Or, c'est le plus important attentat qui a eu lieu sur le sol iranien depuis le début de la révolution iranienne en 1979, et c'est un attentat d'une ampleur majeure, 84 morts et 284 blessés. C'est quelque chose qui aurait fait la une des médias pendant des semaines en Occident et que nous passons sous silence en raison des mauvaises relations que nous avons avec l'Iran. Ça illustre une nouvelle fois le deux poids, deux mesures dans le traitement de l'information sur les affaires internationales. Et dans le traitement des victimes ici des victimes. Mais à votre avis, pourquoi un attentat de Daesh sur l'Iran? Vous avez une explication? Oui, parce que les Iraniens luttent contre Daesh. Cette forme de sunnisme extrémiste est opposée à leur vision chiite. Ils sont en opposition avec eux sur beaucoup de théâtres, notamment en Syrie, où les factions soutenues par l'Iran s'affrontent avec les éléments de Daesh. Et puis, il y a un autre élément, c'est que les Iraniens avaient soutenu au début, en tout cas fermé les yeux sur certains agissements d'Al-Qaïda en permettant à certains de leurs dirigeants de se réfugier en Iran à condition de n'amener aucune action depuis le sol iranien. Et Daesh n'a jamais respecté les mêmes lignes, donc il y a effectivement des dissensions profondes. Bien sûr, un des responsables du Conseil de sécurité suprême iranien a accusé immédiatement les États-Unis et Israël d'être derrière. Pour l'instant, aucune preuve ne permet d'aller dans ce sens. C'est beaucoup plus plausible de penser à Daesh en l'état actuel des choses. Bien, en tout cas, merci beaucoup pour tout cet éclairage. Merci Éric Denessy. Je rappelle cet ouvrage Ukraine, la guerre américaine, la stratégie des néoconservateurs à l'origine du conflit. Et c'est publié par le CF2R, justement le Centre français de recherche sur l'enseignement. Merci encore. Et nous vous retrouverons pour de prochaines chroniques toutes les 2 semaines. Un rendez-vous que nous sommes très heureux d'avoir pris pour 2024. Tocsin continue. Merci à vous tous. Continuez de mettre vos pouces vers le haut, de nous aider à faire monter cette vidéo dans les référencements. Donc,